Vous avez l'impression d'avoir déjà sélectionné tout ce que les années 1950 avaient à offrir. Pas du tout. J'ai juste intégré des chefs-d'œuvre incontestés dans notre bobine de merveilles méconnues, en remplaçant quelques titres que même les cinéphiles inconditionnels ont admis ne jamais avoir entendus. Ce que vous êtes sur le point de regarder est un montage turbo-chargé de 15 films qui ont prouvé qu'une décennie pouvait passer du noir tranchant aux comédies musicales pluvieuses, en passant par la poésie japonaise méditative sans perdre le rythme. Restez jusqu'au dernier plan et votre liste de visionnage explosera comme un flash. Fenêtre sur cour, 1954. Le chef-d'œuvre claustrophobe d'Alfred Hitchcock s'est déroulé sur un seul plateau sonore construit à cet effet, le plus grand plateau intérieur que Paramount ait jamais tenté. Occupant presque la moitié d'un pâté de maison, la cour s'étendait sur 4 étages de hauteur, avec drainage fonctionnel et réseau d'éclairage pour permettre à Hitchcock de simuler l'aube, le crépuscule et les orages de minuit en un clin d'œil. Fonctionnant presque entièrement depuis l'appartement exigu de James Stewart à Greenwich Village, le réalisateur a utilisé chaque travelling, zoom et point de vue aux jumelles pour enfermer le public dans le regard voyeuriste du héros. Prévu avec un budget d'environ 1 million de dollars, le film a finalement vendu environ 50 millions de tickets sur le territoire américain et rapporté plus de 37 millions dans le monde entier, un chiffre qui se traduirait par un statut de blockbuster aujourd'hui. Au-delà du suspense, Fenêtre sur cour est une leçon durable de géométrie subjective. Les programmes d'études cinématographiques s'arrêtent encore sur le plan où Stewart observe l'entrée de Grace Kelly en haute couture, puis montre comment Hitchcock chorégraphie notre propre désir de regarder. La costumière Edith Head a habillé Kelly dans des robes dont le prix dépassait délibérément les revenus du photographe indépendant Stewart, une méthode visuelle pour symboliser l'équerre romantique qui anime leur intrigue secondaire. Même son histoire de réédition est légendaire. Parce que Hitchcock possédait personnellement le négatif, il a retiré le film de la circulation en 1968. Lorsque Universal l'a réédité 15 ans plus tard, l'ouverture à New York a battu les records de fréquentation au Ziegfeld Theater. Aujourd'hui, il constitue l'ancrage d'étagères de monographies savantes, d'articles de psychologie cognitive sur l'aveuglement inattentionnel et de discussions éthiques sur la fine frontière entre observer et s'immiscer. De Body Double de Brian De Palma à la thriller de l'ère de la quarantaine, The Woman in the Window, les cinéastes continuent de s'inspirer du modèle d'Hitchcock, prouvant qu'un seul immeuble vu depuis une pièce peut sembler être l'univers de thriller le plus vaste jamais construit. Ace in the Hole, 1951. Après avoir éreinté Hollywood avec Boulevard du Crépuscule, Billy Wilder s'est aventuré dans le désert du Nouveau-Mexique pour disséquer l'ambition américaine. Il a dépensé près de 2 millions de dollars pour construire un faux carnaval autour d'une grotte de gypse avec grandes roues, stands de hot-dog et vendeurs d'élixir inclus, afin que son histoire d'un mineur piégé puisse se dérouler sous un cirque médiatique en temps réel. Kirk Douglas joue le rôle du journaliste Chuck Tatum, un homme dont le gyroscope moral tourne plus vite que les caisses qu'il orchestre. La production s'est prolongée dans la chaleur accablante de l'été. Wilder a projeté à plusieurs reprises des images de la catastrophe de Floyd Collins en 1925 pour son équipe, exigeant qu'il capture la même frénésie. Pour accentuer la surcharge sensorielle, il a mis en scène des scènes où de vrais flashs ont explosé au visage de Douglas, forçant l'acteur à plisser les yeux à travers des taches blanches littérales. Paramount a perdu confiance, a renommé le film Le Grand Carnaval à la dernière minute et l'a vu échouer au box-office, pour découvrir des décennies plus tard que le flop de Wilder était devenu prophétique. Les écoles de journalisme associent désormais le film au livre de Janet Malcolm, The Journalist and the Murderer, comme une mise en garde contre le fait de nourrir la bête. Les séminaires sur la gestion des catastrophes l'utilisent pour illustrer comment les foules et le commerce se métastasent sur les sites de crise. Lorsque la Bibliothèque du Congrès a sélectionné le gouffre aux chimères pour la préservation, elle a souligné la pertinence glaçante et permanente du film pour la culture de l'information en continu. Les commentateurs des versions Blu-ray montrent comment le débit rapide de Douglas anticipe la rhétorique des experts de télévision câblée moderne, tandis que les experts en communication de crise analysent le réseau radiofictif dans 50 États de Wilder comme une prémonition des informations par satellite. Ce qui a commencé comme une erreur financière cuisante circule maintenant comme un manuel de terrain sur l'éthique des médias, toujours étonnamment actuel à une époque où la tragédie et les audiences forment l'alliance la plus impie. The Big Heat, 1953. Columbia Pictures a alloué à Fritz Lang à peine 400 000 $ pour ce film noir policier, faisant confiance à la réputation de l'émigré allemand pour la rapidité. Lang a répondu en tournant la plupart des scènes en une seule prise, économisant pour des effets de choc rares dans les drames criminels de l'ère Eisenhower, le plus infâme étant un pot de café brûlant jeté au visage de Gloria Graham, une explosion de brutalité domestique.
qui fait encore frémir les spectateurs. Adapté du roman en série de William P. McGivern, le scénario de Sidney Boham élimine les intrigues secondaires pour se concentrer sur le détective Dave Banyan, dont la croisade contre un syndicat du crime détruit toutes les vies qu'elle touche, Coates, épouse, informateur, et finalement Banyan lui-même. Le schéma d'éclairage de Long alterne entre des noirs métalliques et des lumières aveuglantes, un aspect restauré par l'Academy Film Archive après que la décomposition du nitrate a menacé le négatif dans les années 1990. À sa sortie, les censeurs américains ont grimacé, mais ont cédé. Le British Board of Film Classification a coupé 2 scènes avant d'approuver l'exposition au Royaume-Uni. Commercialement, le film a fait des affaires modestes, mais ses répercussions culturelles résonnent bruyamment. William Friedkin a emprunté la découverte par Banyan de sa femme assassinée pour To Live and Die in L.A. Brian De Palma a évoqué l'attaque au café dans Scarface. Le Joker de Heath Ledger porte des nuances du voyou balafré de Lee Marvin. Les critiques saluent désormais The Big Heat comme un Rorschach éthique. La colère juste du héros devient indiscernable de la sauvagerie de la mafia. Roger Ebert l'a inscrit dans sa série des grands films pour avoir démontré comment la violence encadrée par une conséquence morale peut secouer un public complaisant et l'amener à une introspection. 70 ans plus tard, le thriller incisif de Long semble toujours comme un fil sous tension, preuve qu'un petit budget, un scénario audacieux et une situation explosive peuvent laisser une cicatrice permanente dans le cinéma. Histoire. La Nuit du Chasseur, 1955. Le premier et unique film de Charles Laughton en tant que réalisateur a coûté à peine plus d'un demi-million de dollars. Pourtant, il se joue comme une cathédrale de cauchemars. Travaillant avec le directeur de la photographie Stanley Cortez, Laughton a éclairé ses décors en noir et blanc pour imiter les repères expressionnistes allemands qu'il vénérait, des silhouettes déchiquetées, des escaliers inclinés et des cieux découpés dans un tissu noir peach. Il a qualifié le résultat de cauchemardesque merlois, où les enfants flottent sur la rivière, devant des pierres tombales de basse-cour et des cadavres drapés de draps. Le prêcheur de Robert Mitchum, Harry Powell, est devenu un archétype instantané, avec des cadences empruntées aux tentes de revivalistes, les articulations tatouées avec amour et haine, un timbre qui passe de berceuse à menace en un souffle. United Artists a misé sur un lancement de base, en faisant la première à Des Moines pour séduire les fidèles du Midwest. Ils ont fui. Les critiques ont été choqués. Les recettes au box-office se sont effondrées, et Laughton n'a plus jamais réalisé de film. Pourtant, la postérité du film est incandescente. Les critiques français l'ont consacré parmi les plus grands films jamais réalisés. La Bibliothèque du Congrès l'a préservé en 1992. Les écoles de cinéma du monde entier dissèquent son tableau au bord de la rivière où des enfants glissent devant des animaux de la ferme figés en silhouette. Spike Lee a réutilisé le premier sermon de Powell dans Do the Right Thing. Martin Scorsese projette l'évasion sur la rivière pour les nouveaux étudiants diplômés de Columbia, la qualifiant de mythe façonné en images animées. Les érudits débattent de la double paternité du colossal premier G de James Agee par rapport à la lyrique de Laughton. Révision tandis que les théologiens analysent la subversion de l'iconographie pastorale par le film. De Cape Fear à Les Griffes de la Nuit, les réalisateurs s'inspirent de son clair-obscur, Terreur. Ce qui se jouait autrefois devant des salles à moitié vides couronne désormais les sondages du cinéma mondial, preuve que les contes de fées, lorsqu'ils sont subtilement modifiés, survivent aux échecs de leur sortie. Un homme dans la foule, 1957. La fable médiatique d'Elia Kazan commence par un cri et un riff de guitare slide. Vagabond Larry, Lonesome Rhodes, surgit d'une cellule de dégrisement en Arkansas pour conquérir l'Amérique. Indes. Kazan a parié sur le comédien de stand-up inconnu Andy Griffith pour le rôle. Armé du scénario de Bud Schulberg et d'un budget supérieur à 1 500 000 millions. La production a construit un studio de télévision fonctionnel sur le plateau 7, diffusant les improvisations de Griffith sur des moniteurs en direct afin qu'il puisse improviser avec les réactions du public en temps réel. Une première technique pour un long métrage. Film. Des commanditaires nationaux ont prêté des véritables placements de produits, des pilules de vitamines, des matelas, des dîners lyophilisés, tous ridiculisés à la caméra, tandis que Rhodes vend avidement l'Amérique à elle-même. Les critiques contemporains ont trouvé l'histoire paranoïaque, et le film a peiné lors de sa sortie en salle, ne récupérant qu'une fraction de son coût. Pourtant, son pouvoir de prédiction est stupéfiant. Les spécialistes de la communication analysent la débâcle du micro ouvert où Rhodes se moque de ses spectateurs. Un modèle pour d'innombrables diffusions en direct réel. Implosion. Les scientifiques politiques tracent une ligne directe de Rhodes aux politiciens animateurs qui ont brouillé la célébrité et la gouvernance des décennies plus tard. Une restauration en 4K a dévoilé des scènes coupées auparavant, montrant Rhodes vantant une boisson énergisante proto. Des images dont la satire semble directement cibler l'économie des influenceurs d'aujourd'hui. Le son peut,
Les mixeurs notent comment les techniciens ont introduit des applaudissements croissants dans l'oreillette de Griffith, une expérience précoce de conditionnement psychologique désormais standard dans les diffusions en direct. Là où les studios voyaient autrefois de l'encre rouge, les commentateurs modernes voient une boule de cristal, le pouvoir fusionné à la personnalité, les médias de masse amplifiant l'authenticité jusqu'à ce qu'elle se transforme en démagogie. Un homme dans la foule a peut-être été projeté dans des salles à moitié vides, mais il est maintenant diffusé dans les écoles de journalisme, les séminaires de publicité et les salles de stratégie de campagne. Ces avertissements sont encore plus forts à l'ère des algorithmes. Sweet Smell of Success, 1957. La scène s'ouvre sur Broadway à 2 heures du matin, vapeur de néon, klaxon et un riff de saxophone de Chico Hamilton à l'écran. Quintette. Le réalisateur Alexander McKendrick et le directeur de la photographie James Wong Howe ont passé 7 semaines sauvages à rôder autour de Times Square après minuit, câbler des batteries de voitures à des lampes portatives pour que les caméras de Howe puissent capter l'éclat réel de la ville au lieu du plateau. Peindre. Les scénaristes Clifford Odets et Ernest Lehman ont dépouillé le roman antérieur de Lehman à nu, remplaçant son cœur sentimental par les couteaux verbaux d'Odets, des diatribes incendiaires de fils de chèvre, enregistrés tirés par le roi de la colonne de Burt Lancaster, G. Hunsaker. Lancaster a campé au célèbre 21 Club pour étudier les potins. Agent. Tony Curtis a suivi les publicistes au Stork Club pour affiner son sourire d'arnaqueur. Le producteur Harold Heck a financé le film à un peu moins de 2 millions de dollars, mais les cartes de prévisualisation disaient « vicieux » et « trop sale ». Lorsqu'il est sorti, le film a rapporté à peine un dixième de son coût. Pourtant, les critiques y reviennent finalement. Le British Film Institute le classe désormais parmi les 10 plus grands films américains. Film, Scorsese lève son angle de vue de Dieu sur les enseignes lumineuses de Taxi Driver et la photographie nocturne à haut contraste de Howe est devenue la Bible pour chaque cinématographe qui a essayé de piéger la fumée de nicotine dans un rayon de lumière. D'abord, il reste la leçon définitive sur le pouvoir des médias et le compromis moral à l'époque de l'indignation virale. Deuxièmement, Lancaster et Curtis échangent des insultes avec une vélocité que les scénarios modernes égalent rarement. Un dialogue comme du jazz létal. Chantons sous la pluie, 1952. MGM a donné au producteur Arthur Freed 2 500 000 $ et carte blanche pour cannibaliser sa propre chanson. Catalogue. Les co-réalisateurs Gene Kelly et Stanley Donen ont répondu avec la comédie musicale la plus athlétique jamais produite par Hollywood. Kelly a répété le trio Good Morning si intensément que les pieds de Debbie Reynolds ont saigné, puis a tourné la prise de 6 minutes sans aucune coupure. Le numéro-titre principal a été filmé en dernier. Kelly avait une fièvre de 102 degrés, a insisté pour doubler lui-même la pression des tuyaux d'eau et a percé chaque parapluie de petits trous pour que la pluie tombe uniformément. Les saltos arrière de Donald O'Connor dans Make 'em Laugh ont nécessité 2 jours, de multiples côtes contusionnées et une visite à l'hôpital remplie d'adrénaline. Tournage. Bien qu'il ait rapporté un bénéfice brut respectable de 7 millions, il a perdu l'Oscar du meilleur film au profit de « Sous le plus grand chapiteau du monde », une décision que les historiens des Oscars cèdent toujours comme l'une des plus célèbres erreurs de l'Académie. L'American Film Institute le classe désormais comme le plus haut placé musical. Les neuroscientifiques étudiant les pics de dopamine utilisent la séquence d'ouverture pour mesurer les réponses de joie dans les scanners IRM. C'est encore le remède cinématographique le plus rapide contre la mauvaise humeur, et sa satire des coulisses de la révolution technologique d'Hollywood reflète notre propre chaos des plateformes de streaming. Le tueur, 1956. À 27 ans, Stanley Kubrick a persuadé United Artists de financer un thriller de braquage d'hippodrome pour un peu plus d'1 demi-million de dollars, promettant qu'il pourrait le tourner en 24 jours. Il l'a réalisé en 17. Adapté du roman de gare Clean Break de Lionel White, Kubrick a réinventé l'intrigue en un ruban de Möbius de chronologie qui se chevauche, avec des travelling qui revisitent le même couloir depuis 4 perspectives, chaque passage révélant une nouvelle trahison. Pour économiser de l'argent, il a emprunté des projecteurs de télévision pour ses décors, laissant la forte chute de lumière imiter les ombres du noir. Sterling Hayden déambule dans le rôle de Johnny Clay, mais le véritable coup du réalisateur a été de recruter Jim Thompson, roi du nihilisme à dessous, pour les dialogues. Des mémos du studio montrent Kubrick se battant pour garder les répliques de Thompson, telles que « Le destin a un humour pourri ». Les audiences de test étaient perplexes, les recettes au box-office modestes. Pourtant, les critiques français ont salué cette fracture temporelle comme révolutionnaire. Quentin Tarantino l'a plus tard qualifié de « modèle pour tout ce que je fais » et Christopher Nolan a projeté le film pour le casting et l'équipe avant de tourner Dunkerque pour démontrer le non-linéaire. Tension. Il fait exploser les attentes du genre en 84 minutes élégantes et sa structure en casse-tête semble sur
fait pour la culture du binge-watching du streaming moderne. Pick Up on South Street, 1953. La caméra de Samuel Fuller s'ouvre dans une voiture de métro bondée aux heures de pointe, alors que le pickpocket Richard Widmark soulève le portefeuille d'un inconnu en 3 coupes silencieuses, le plus pur larcin visuel sur celluloïd. Le microfilm à l'intérieur le marque pour le FBI et les coursiers communistes, mais Fuller se soucie moins de la politique que de la rue. Tourné en grande partie sur les vrais docks de New York, le film a coûté 800 000 $ et a été bouclé une semaine plus tôt, parce que Fuller a utilisé des caméras Arriflex portatives introduites en contrebande d'Allemagne. Thelma Ritter, jouant Lindy Kmo, a improvisé sa propre liste de prix pour Funérailles. Sa nomination aux Oscars qui en résulta est devenue un cri de ralliement pour les acteurs de caractère partout. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, a condamné le film pour avoir rendu les pickpockets héroïques, boostant par inadvertance ses recettes. Plus tard, les réalisateurs de la nouvelle vague française ont exalté Fuller comme le poète américain des surfaces brutes. Jean-Luc Godard a tapissé son bureau parisien avec des affiches du film. Une restauration moderne a révélé que Fuller préférait riche en argent, impression, mettant enfin en valeur l'éclairage brillant de sueur de Joe McDonald qui avait été terni dans les premiers « C'est sorti ». Son montage effréné semble encore plus rapide que les actualisations de Twitter, et le monologue désabusé de Ritter sur la vente de cravates le jour de la mort fera craquer même le cynique le plus endurci. Ikiru, 1952. Akira Kurosawa a mis de côté les sabres de samouraï pour filmer un employé municipal mourant d'un cancer de l'estomac avec un budget de 85 000 $, un dixième de ce que Toho dépenserait bientôt pour les 7 samouraïs. Le réalisateur a divisé le récit, première moitié une étude de désespoir crépusculaire, seconde moitié une mosaïque en flashback où ses collègues débattent de son héritage. Takashi Shimura, coiffé d'une perruque chauve et voûtée, a suivi de vrais bureaucrates, adoptant leurs tampons en caoutchouc comme instrument de percussion de futile. Kurosawa a mis en scène le climax dans une aire de jeu pour enfants à minuit, arrosant le décor avec des tuyaux pour que les flocons de neige adhèrent au par-dessus de Shimura, tandis qu'il se balance sur une balançoire en murmurant « La vie est... » Bref, les spectateurs nationaux pleuraient. Les cinémas d'art et d'essais étrangers l'ont couronné révélation de l'année. Le film a inspiré le président du Brésil, Juscelino Kubitschek, a ordonné l'expansion des parcs publics, et Ingmar Bergman l'a projeté pour le casting avant de tourner Les Fraises sauvages. Les droits pour un remake moderne circulent à Hollywood tous les quelques ans, preuve de son attrait intemporel. Mais rien ne rivalise avec la lumière silencieuse de Kurosawa qui émerge à travers le gris bureaucratique. Il offre un rappel poignant de faire en sorte que chaque jour compte, et son image finale de balançoire peut encore réajuster la boussole morale de n'importe quel spectateur en 90 secondes. Ascenseur pour l'échafaud, 1958. Louis Malle n'avait que 24 ans lorsqu'il s'est glissé dans les nuits parisiennes avec une équipe réduite, une camflex à la main et un scénario de thriller coécrit avec le romancier de polar Roger Nimier. Le complot semble infaillible. Un meurtre bien planifié, chronométré avec une montée en ascenseur. Mais un accro bloque le tueur entre les étages et transforme le bâtiment en une souricière d'acier. Malle filme 2 mondes parallèles, à l'intérieur de l'ascenseur éclairé par une seule ampoule pendante, et sur les boulevards mouillés par la pluie, où Jeanne Moreau erre, le visage brillant de néon et de devanture, fluorescent. Ces extérieurs ont été filmés sans autorisation. Le cinématographe Henri Dequet a poussé la pellicule Ilford à des vitesses inédites pour que les lumières de la ville soient exposées, ouvrant ainsi la voie au goût de la nouvelle vague pour la lumière naturelle. Puis est arrivée la bande sonore. Miles Davis, à Paris pour une résidence dans un club, a regardé une copie de travail muette et a improvisé des lignes de trompette de minuit à l'aube, son quartet suivant les images vacillantes plutôt qu'une partition écrite. Graph. Le résultat est une pulsation de jazz nocturne et cuivré que les critiques citent encore comme le moment où le cinéma a appris à respirer. Génial. Les censeurs français ont atténué les indices d'adultère, mais le jury de Cannes a ovationné les débuts de Malle. En moins de 2 ans, Godard, Truffaut et Chabrol citaient sa caméra vagabonde. Regardez-le maintenant, car le film capture Paris à un tempo de minuit réel, et la musique de Miles Davis transforme chaque flaque d'eau en liquide. Blues, le 7 samouraïs. 1954. Le siège du village d'Akira Kurosawa a commencé avec un cauchemar comptable. Un budget de 125 millions de yens, des chevaux loués à la cavalerie impériale, et un tournage qui s'est étendu de 12 semaines à presque 12 mois, alors que les pluies de mousson transformaient les décors en marécages. La solution de Kurosawa était simplement de continuer à filmer, souvent avec 3 caméras tournant simultanément, un pour le visage de l'acteur, un pour le coup d'épée, un pour le recul du cheval, afin que le montage cinétique instantané puisse être façonné en salle de montage. Lui et le directeur de la photographie, Asakazu Nakai, ont mélangé télé
Objectif photo, rare dans le Japon des années 1950, avec des grands angles profonds permettant au chaos des batailles de se dérouler comme un ballet au ralenti boueux. Le compositeur Fumio Ayasaka a tissé 3 motifs légers, villageois, bandits, samouraïs, et les a laissés se heurter dans la bataille de pluie culminante, une séquence désormais enseignée dans chaque cours de réalisation d'action. Séminaire. Lorsque Toho a finalement dévoilé le montage de 207 minutes, les critiques nationaux ont rechigné à la longueur, mais les files d'attente pour les billets se sont formées. Blocage. Une version internationale raccourcie a enflammé Cannes, de The Magnificent Seven à Milan Pat et tous les films d'équipe disparates entre les deux. Le modèle est ici. Rassemblez les héros, formez les innocents, défendez les sans-pouvoir. Appuyez sur Play dans le présent car ce conte moral de défense des vulnérables ne se démode jamais. Night of the Demon, 1957. Le producteur Al Chester a engagé le maître du film noir Jacques Tourneur pour adapter le conte de fantôme de M.R. James Casting The Runes, puis s'est affronté avec lui sur une question. Montrer le démon ou simplement le suggérer? Tourneur préférait une terreur invisible. Chester exigeait un monstre. Un colosse en caoutchouc et pyrotechnique a été filmé lors de passages d'effets séparés et ajouté plus tard. Une intervention que les puristes débattent encore. Le tournage principal a eu lieu sur le plateau de Shepperton en Angleterre et dans le Surrey Heath battu par les vents, où le directeur de la photographie Ted Scaife a utilisé des filtres infrarouges pour faire bouillir les cieux poussiéreux comme des sorcières. De fumée. Le compositeur Clifton Parker a entrelacé la bande sonore de roulements inversés de timbales, donnant l'impression que le tonnerre gronde à l'envers. Columbia Pictures a coupé 12 minutes et l'a renommé Curse of the Demon pour les cinéparcs américains. Malgré cela, il a dépassé les attentes et a progressivement accumulé un culte aura. Martin Scorsese et Guillermo del Toro citent sa scène de séance de papier langoureuse comme un modèle d'escalade. Inquiétude, et les chercheurs analysent encore le héros rationaliste de Dan Andrews comme le modèle de Fox Mulder des décennies plus tard. Visionnez-le aujourd'hui, car il prouve que l'atmosphère peut faire frissonner plus vite que le CGI, et le compte à rebours du parchemin reste une leçon exemplaire de la mathématique du suspense. Giant, 1956. George Stevens a transporté une caravane de studios sonores, de bétail et de stars hollywoodiennes dans la ville poussiéreuse de Marfa, au Texas, où les températures atteignaient 110 degrés Fahrenheit et les tempêtes de sable effaçaient les traces entre tirages. Adapté du roman d'Edna Ferber, le tournage s'est étendu sur 5 mois. La post-production a consommé une autre année, tandis que Stevens passait en revue 1 million de pieds de film VistaVision. James Dean, méthode jusqu'au bout, conduisait des bulldozers et dormait dans des dortoirs avec les éleveurs jusqu'à ce qu'un accident de la route fatale mette fin à sa vie quelques semaines après la fin du tournage. L'acteur Nick Adams a réenregistré plusieurs des répliques de Dean lors de sessions de doublage, si subtilement que même les fans débattent encore des syllabes qui appartiennent à qui. Avec 3 heures et 21 minutes, Giant était un pari sur le drame domestique épique, la richesse pétrolière, le préjugé racial contre les Américains et Mexicains, les politiques de genre à l'intérieur du Ranch Benedict. Son budget de 5 500 000 $ en a fait le de Warner Brothers. Le projet le plus coûteux à ce jour, mais les recettes mondiales ont atteint 39 millions. Stevens a remporté le prix du meilleur réalisateur, Dean a reçu une seconde nomination posthume, et la ville de Marfa s'est réinventée en pèlerinage cinéphile. Vu, incontournable en ce moment, parce qu'il met en scène la classe, la race et l'ambition américaine, avec une ampleur toujours inégalée. Et c'est la dernière chance de voir le talent de James Dean briller de tout wattage. Les Anges déchus, 1957. Douglas Sirk a laissé la banlieue Technicolor derrière lui pour adapter Pylone de William Faulkner, dépouillant la couleur pour un cinémascope austère en noir et blanc qui saigne le désespoir de chaque coin du grand écran. Sirk a réuni à nouveau Rock Hudson, Dorothy Malone et Robert Stack, tout juste sortis de Écrits sur du vent, et les a plongés dans le circuit de course aérienne du Mardi Gras de 1930. Universal a transformé un aérodrome de Louisiane en cimetière de biplans et caméras. Gru, le coordinateur aérien Frank Tolman, a effectué des loopings avec des vieux avions de voyage à travers de véritables tonneaux, tandis que les objectifs de 600 mm du directeur de la photographie Irving Glasberg les suivaient contre la tempête. Nuages. Les contraintes budgétaires ont forcé les scènes de dialogue à servir également de voix off explicatives, donnant au film une vitesse effrénée digne d'un feuilleton à sensation que Faulkner aurait pu admirer. Les critiques l'ont rejeté comme un simple mélodrame, mais les motifs visuels de Sirk, des hélices tournoyantes reflétées par des manèges en rotation, des ailes coupées comme des mariages qui se détériorent, révèlent un cinéaste disséquant le mythe américain avec le calme d'un chirurgien. Plus tard, les auteurs ont compris.
François Truffaut l'a projeté pour des étudiants. Catherine Bigelow a emprunté sa claustrophobie de cockpit pour Blue Steel. Ça vaut la peine de prendre du temps, car il convertit l'obsession fatale de Faulkner. Mission en poésie aérienne. Et le monochrome austère de Cirque prouve que le noir et blanc peut brûler plus intensément que la couleur. Voilà, cinéphile. 15 fusées en celluloïd garanties pour enflammer n'importe quelle soirée cinéma, maintenant suralimentée avec 5 grands classiques. Quel titre vient de sauter en parachute au sommet de votre liste? Faites-le moi savoir ci-dessous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une autre plongée dans les chambres secrètes du cinéma. Partagez cela avec cet ami qui a tout vu et regardez-le se précipiter pour le pop-corn. À la prochaine, gardez les bobines en marche et vos cœurs grands ouverts à la magie des films oubliés et maintenant redécouverts.